Salut, bienvenue à l'École de la vie. Je vais le dire encore, je suis contente que vous soyez là. Non, mais pour vrai, je leur dis parce que je prends pas ça pour acquis. Et je vais en venir à un moment donné, mais là, je suis encore en lune de miel avec le balado, que si vous voulez. Je suis encore heureuse de faire ça. Je vais peut-être me tanner, mais là, pour l'instant, j'aime ça. Je suis contente que vous soyez là et je suis motivée. Je suis motivée, particulièrement aujourd'hui parce que vous savez, quand je cultivais l'idée du balado, j'avais plein de petits dossiers de notes. Puis là, je me disais, dans ma liste d'invités, je vous le jure, depuis le début, j'avais mon invité d'aujourd'hui. Parce que pour moi, ça a été quelqu'un de marquant dans mon parcours. Hey, je vais vous le dire, c'est qui? Vous êtes comme, c'est qui? Parles-tu de Harry Styles? C'est qui? Ben non, mais mon invité aujourd'hui, c'est le docteur Mario Beauregard. C'est un chercheur en neurosciences, puis il est aussi auteur de plein d'ouvrages de vulgarisation scientifique, peut-être que vous avez déjà lu, là, Du cerveau à Dieu, Les pouvoirs de la conscience, Un saut quantique de la conscience. Et il a sorti tout récemment un livre, c'est un roman qui s'appelle Le néant, les ténèbres et la lumière. Bon, c'est pas juste un auteur, là, je vous le disais, c'est un chercheur en neurosciences et ses recherches sur la neurobiologie des émotions, de la conscience, des expériences spirituelles, ben, ils ont bénéficié d'une couverture médiatique internationale. Il a reçu plein de distinctions honorifiques, entre autres, il a été sélectionné par le groupe World MediaNet comme l'un des 100 pionniers du 21e siècle. Et moi, ce que je trouve particulièrement intéressant avec le docteur Beauregard, c'est, ben, ça se résume sur son site web, c'est écrit en une phrase, là, c'est quand la science rencontre la spiritualité. Parce que vous avez peut-être déjà eu ces discussions-là, tu sais, avec, je sais pas, moi, mon père, il est athée, tu sais, puis pour lui, on meurt, ça finit. Puis c'est comme, c'est ça, le corps, c'est une machine, là, tu sais. Puis après ça, ben moi, j'y parle de mes affaires, puis il me regarde avec un drôle d'air. Mais là, après ça, quand il y a des éléments de la science qui viennent prouver certaines choses qui sont avancées dans le milieu spirituel ou certaines expériences. Tu sais, j'en ai vécu des expériences de conscience élargie, tu sais, mais comment t'expliques ça à quelqu'un qui est carré puis il faut que ça rentre dans un tableau Excel? Mais quand il y a des gens comme Dr Beauregard qui font rencontrer les deux, c'est-à-dire la science et la spiritualité, ben là, on accède à quelque chose d'autre, là. Vous pouvez donc vous imaginer à quel point j'étais heureuse qu'il accepte mon invitation, Dr Beauregard. Aussi, je dois vous dire, le Dr Beauregard est très en demande. Il est souvent en déplacement, donc on a dû enregistrer l'épisode à distance. La connexion n'était pas 5 étoiles, on va se le dire. Alors, des fois, il y a un petit délai entre ma réponse et sa réponse qui fait en sorte que le ping-pong est un peu awkward. Mais entre nous, c'était pas awkward du tout. C'était super même. C'est comme un Zoom, hein? C'est pas tout le temps super fluide, mais les propos sont tout aussi riches et pertinents. On parle évidemment du cerveau, qui est sa spécialité en sciences, la neuroplasticité du cerveau, ce qu'on est capable de faire, les champs élargis de conscience, la vie de façon générale. Tu sais, on est autant dans le concret que, tu sais, comment on prend soin de notre cerveau, comment on peut mieux apprendre, que comment on peut atteindre des états élargis de conscience. Puis c'est quoi la vie? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Et où la conscience? C'est qui fait les pensées? Ça va loin. C'est un vraiment beau et fascinant voyage. Fait que j'ai le goût de vous souhaiter un bon voyage. Attachez votre ceinture, ça part. Je suis vraiment, je dois le dire, là, très honorée que tu aies accepté mon invitation. Ça fait plusieurs années que je t'ai découvert et tu as joué un rôle assez important, je dirais, dans mon parcours personnel parce que j'avais toute une vie spirituelle que je dirais que je tenais un peu cachée. J'avais de la difficulté à réconcilier mon côté un peu plus rationnel, tu sais, mon côté journalistique. Puis de t'avoir découvert, on dirait que ça m'a permis de réconcilier les deux. Donc juste pour ça, je veux te dire merci. Merci d'être Bon, apparu quelque part dans mon parcours. Si je te dis, c'est quoi ta mission présentement, tu sais, ce qui t'anime, ce qui est vivant en toi, ce que tu as le goût de transmettre? ben, c'est la même chose que j'ai réalisé quand j'étais enfant, là, au fond. Toujours la même vision de base, c'est d'arriver à contribuer à transformer la vision du monde au niveau scientifique par rapport à toute la question de la conscience, les rapports entre l'esprit et le cerveau. Parce que pendant des siècles, on a été guidé par une vision matérialiste pour laquelle
le cerveau produit la pensée, la conscience, la personnalité, comme le foie sécrète la bile. Et là, dans les dernières décennies, on a de plus en plus de données de recherche qui nous montrent que c'est pas exact. Et donc, moi, je contribue à amener une nouvelle vision du monde qu'au niveau scientifique, on a appelé le paradigme post-matérialiste. En 2014, il y a eu un manifeste pour une science post-matérialiste qui a été publié. J'étais le premier auteur, mais j'avais toute une liste de co-auteurs prestigieux, mais qui étaient tous des scientifiques un peu hérétiques, chacun dans leur domaine. Rupert Sheldrake, par exemple, c'est un biologiste anglais très connu, mais qui a amené la théorie des champs morphogénétiques pour expliquer l'évolution, plutôt que le darwinisme. Il y avait des physiciens, c'était tous des chercheurs vraiment uniques, des pionniers chacun dans leur domaine. On s'est tous réunis ensemble quand j'étais à l'Université de l'Arizona. Puis on a publié un petit article au fond. Puis on a expliqué pourquoi on pensait qu'il y avait suffisamment de données de recherche nouvelles qui s'étaient accumulées pour montrer que notre façon de voir depuis des siècles était erronée. On devait passer à ce qu'on a appelé une vision post-matérialiste. Puis pourquoi c'est important? Parce que l'ancienne vision, au fond, elle nous considère comme les êtres humains comme des machines. Puis c'est un peu la médecine traditionnelle. Elle repose là-dessus en grande partie. Donc, il y a des symptômes, Ouais, la le corps, machine est c'est une défectueuse. machine, c'est ça. Oui, puis comment on va la traiter? Ben, on va enlever des morceaux, on va les modifier, on va donner des produits chimiques pour essayer de faire disparaître les symptômes, etc. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. Puis maintenant, il y a de plus en plus dans les universités à travers le monde, il y a on crée des centres maintenant de médecine qu'on appelle intégrative. C'est une médecine plus holistique où là, on va tenir compte de ce qui se passe au niveau de la pensée, des émotions, etc. Parce que là, on sait que, justement, par la neuroplasticité, ça, c'est la capacité du cerveau de se transformer, mais il ne se transforme pas tout seul. Ça prend un opérateur à l'intérieur pour le guider, le guider. Ça ne fonctionne pas tout seul. Donc, puis on peut le transformer positivement, mais on peut le transformer négativement aussi, dépendamment à quoi on s'expose, ce qu'on lit, ce qu'on regarde. Par exemple, toi, tu étais dans le milieu de la télévision, tu me dis les bulletins de nouvelles. Si tu regardes juste des nouvelles, mais qu'il y a un biais, par exemple, des nouvelles juste pour le négatif, puis si tu te nourris juste de ça, ça peut devenir toxique pour le. On le sait maintenant, il y a des études de neuroimagerie qui nous montrent ça. Comme les jeunes, par exemple, les ados, s'ils sont toujours sur des jeux vidéo, par exemple, ils leur font pomper beaucoup d'adrénaline, il y a du stress, du cortisol, c'est des compétitions, il peut y avoir de la violence, ça l'affecte le cerveau. Pas juste en termes de son fonctionnement, mais même au niveau de la structure, de la matière grise, de la matière blanche. Donc, c'est ça. Donc, la vision matérialiste, pourquoi c'est super important? Puis là, ben, pour le reste de ma vie, ce que j'essaie de faire, c'est de répandre ça à travers le monde entier, comme mes collègues avec qui j'ai participé. Puis il y a de plus en plus de scientifiques qui vont dans ce sens-là, pour montrer aux gens, finalement, qu'ils ont un grand pouvoir. Ils ont leurs pensées, leurs émotions influencent beaucoup ce qui se passe dans le cerveau. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'action locale de la conscience. Mais il y a toute la dimension non locale aussi, l'invisible, c'est-à-dire que on est connectés, on est tous interconnectés entre humains, mais pas juste entre humains, avec tout l'univers, avec les végétaux, avec les animaux, avec des plans subtils d'existence probablement, puis plein d'autres entités qu'on ne connaît pas encore. On est tous interconnectés parce que, selon cette nouvelle vision-là, tout a été créé. On a le monde de la matière, le monde mental, l'esprit, tout ça origine d'une source commune, de la même source qui vit à travers nous. Alors ça, c'est complètement différent de l'ancienne vision matérialiste où on la renverse au fond complètement parce qu'au lieu de dire c'est la matière qui crée la pensée, tout ça, c'est la conscience avec un C majuscule qui crée le monde physique, la matière,
et le monde de la psyché, le monde mental et tout ça. Voilà. Donc, Comment ça a été c'est accueilli ça qui m'a cette idée-là au départ? très mal. Par J'ai eu beaucoup de difficultés pendant toute ma carrière, en fait, une grande partie de ma carrière, au point où ils m'ont jeté dehors à l'Université de Montréal après 17 ans parce que, étant donné que j'étais à la faculté de médecine, ils voulaient que je travaille. Puis moi, j'ai été formé en neuropharmacologie, là, on applique on veut voir comment les neurotransmetteurs, quel impact ils ont, par exemple, dans le cerveau. On travaillait avec des rongeurs, malheureusement. Aujourd'hui, même à l'époque, j'avais beaucoup de difficultés à sacrifier des animaux pour faire ce genre de recherche-là. Mais bon, à cette époque-là, ça se faisait comme ça. Mais on voulait que je travaille en collaboration avec plus l'industrie pharmaceutique, par exemple Pfizer, compagnie, avec leurs molécules. J'ai fait quelques travaux avec ces Big Pharma dans les démences, par exemple, pour tester des nouvelles molécules qui supposément aidaient au niveau de la mémoire. Au début, ça réussissait pas beaucoup, il y avait beaucoup d'effets secondaires. Mais c'était pas ça. Moi, je savais depuis que j'étais enfant que j'avais comme un plan de vie, une mission, puis que je devais essayer de faire rapprocher science et spiritualité en Mmh. lien avec le cerveau, tout ce qui se passe dans le cerveau. Et moi-même, ben, j'ai eu tout au long de ma vie des expériences spirituelles fortes, souvent, qui m'ont guidé. C'est ça qui est arrivé. Oui. C'est tellement intéressant, mais si tu dis que c'était présent dès l'enfance, qu'est-ce qui t'a fait passer par la médecine, par la science, par l'approche scientifique, qui est complètement une autre façon de regarder le monde, là, tu sais, c'est une autre approche. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu es passé par là? Puis qu'est-ce qui t'a ramené finalement aussi à ce qui t'animait pendant l'enfance? Ben, c'est que la science était devenue même si tu recules, là, moi j'ai eu une expérience, on peut appeler ça mystique au fond, quand j'avais 8 ans, euh, où mes parents, c'était des gens de la terre là, qui élevaient des porcs, puis tout ça, c'était à Saint-Alphonse-des-Rennes-B, là, que tu connais un petit peu, la fin de Ben la oui, c'est dans Montérégie, le mon début coin. des... Oui, c'est pas si loin que ça de Sutton, où t'es. Puis c'était en 1970, puis c'était une belle journée d'été. Faisait chaud. Puis mes parents, il y avait une petite forêt qui était adjacente à leur terre, leur petite terre, puis les bâtiments, tout ça. Puis moi, j'aimais aller me promener dans ce bois-là. Puis par une belle journée d'été, chaude, mois de juillet en 70, je suis allé me promener. Puis au bout de quelques heures, c'était pas un gros bois, mais c'était un bois qui faisait communiquer entre eux deux rangs de campagne. J'ai décidé de me reposer, puis je me suis assis sur une grosse roche, quasiment comme une espèce de menhir, une grosse roche grise, puis pour me reposer, parce que là, il faisait vraiment chaud. Et là, j'étais entouré d'arbres. Et à un moment donné, au bout de quelques minutes, c'est comme si les arbres, je les voyais différemment parce que tout vibrait tout à coup. Je voyais des vaches au loin dans un champ. Je voyais la couleur de l'herbe dans les prés. Puis tout vibrait, y compris la grosse roche, finalement. Et même moi, le petit Mario. Puis là, tout à coup, j'ai comme réalisé que tout ça, finalement, les vaches, l'herbe, les arbres, la roche, Mario, tout ça, faisait toute partie d'un tout. C'était toute la même chose à un autre niveau. On était tous un. Et après ça, quand ça s'est terminé, j'ai comme téléchargé les informations sur c'était quoi ma mission de vie. Et là, c'est là que j'ai compris que je deviendrais, ben, dans mon langage d'enfant, j'avais 8 ans, on appelait ça des savants à cette époque-là. Donc, je vais faire un savant. Mhm. Je voyais déjà vers quoi je veux. Pourquoi? Parce que la science a fini par, au niveau de la société, remplacer la religion comme autorité
cognitive ultime. Donc, on a vu ça là, pendant la pandémie, bon, là, il y avait des gens qui s'opposaient, mais on parlait de quelle science? Quand les gens disaient la science démontre que, bon, puis, tu vois, on se réclamait toujours de la science, parce que la science, comme, c'est ça, c'est l'autorité la plus grande maintenant. Donc, c'est pour ça que je devais passer par ça, pour avoir la crédibilité. Il fallait que je sois bien certifié, patenté, passer par toutes les étapes. T'avais pas mangé de champignons là, dans ta balade en forêt, là, Non, enfant? C'était vraiment une pas à 8 expérience ans. mystique. Certainement pas. Non, absolument Pas pas. cette fois-là. Non, non, non. C'est venu plus tard, C'est ça. J'en ai pas parlé ben à mes parents parce que mes parents, ils étaient religieux comme catholiques comme tous les gens de l'époque là, au Québec, dans les campagnes. Mais c'était pas des mystiques. Là. Il n'y aurait rien compris à ça. Donc, j'avais déjà compris que je devais garder ça pour moi. ouais, ben c'est ça que ça allait peut-être être admis d'une drôle de façon sur un rang à Saint-Alphonse de Granby. Ils trouvaient qu'il y avait Je quelque chose de louche, puis ma mère me disait c'est plutôt bizarre, tu ne ressembles pas bien, puis coudonc, t'es-tu sorti de la cuisse de Jupiter, ou des trucs comme ça. Puis mon père comprenait pas non plus. Il est pas, il est d'ici, mais il est comme d'ailleurs aussi. Il est étrange un peu finalement. C'est comme, il sentait qu'il y avait quelque chose de différent. c'est drôle, hein? C'est parce que j'ai des expériences similaires d'enfance, puis on dirait que ces choses-là, ils ont toujours été présentes, mais pour moi, on dirait que ça a été aussi un grand détournement pour finalement y revenir. Tu sais, je me rappelle que je me posais des questions sur si j'étais pas née, je serais où? Tu sais, ce genre de questions-là qui cherchaient des Ah réponses ouais, dans la religion, tu sais, puis finalement qui cherchent des réponses dans la ouais. science, qui cherchent des réponses finalement. Je pense que c'est juste ça tout court. Je voulais revenir sur le concept de la conscience qui était dans le bon, dans l'approche post-matérialiste, on parle que le cerveau, finalement, n'est pas le siège de la conscience, il y a comme un opérateur, une opératrice des pensées, finalement. Donc, est-ce que c'est ça la conscience? Parce que là, on parlait de conscience externe, délocalisée, tu sais. C'est quoi pour toi la conscience? Il fallait le résumer, là, tu sais, Oh, c'est l'âme, c'est l'esprit ou c'est ouais, ben, différent? Tu sais, il y a beaucoup de mots, des fois, qui sont utilisés de façon interchangeable, mais qui veulent peut-être pas dire ouais, les mêmes ouais. choses. Ben, exactement. Puis pour la conscience, il y a toutes sortes de modèles qui existent, puis toutes sortes de définitions, soit par des chercheurs dans le domaine de la psychologie, dans le domaine des neurosciences, mais aussi du côté des philosophes. Les traditions spirituelles aussi, religieuses, ont leurs définitions, mais ici, quand on parle de conscience, ben, dans les études que j'ai faites, c'était plus la capacité d'appréhender, donc c'est lié à l'attention, appréhender ce qui se OK. passe dans ce qui est extérieur au corps. Par exemple, tu marches dans tes belles montagnes, là, puis bon, ben, tu peux apercevoir les montagnes du côté du Vermont, par exemple, à partir de certaines. Puis, bon, ça, c'est une prise de conscience. Mais on peut prendre conscience aussi de ce qui se passe à l'intérieur de nous, au niveau de notre... Mmh. Si on traduit, c'est le mot mind qu'on utilise beaucoup. En français, bon, c'est esprit, mais pas esprit au sens de désincarné, mais plus euh, les pensées, les émotions, les sensations, tout ça. Donc ça bouge continuellement à l'intérieur de nous. Donc, on peut prendre conscience de ça. Ça devient ce qu'on appelle un objet de la conscience, mais qui est intérieur à nous. Et ça peut être aussi des expériences qui... là, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler de la conscience locale. C'est lié Ouais. à ce qui se passe dans l'organisme, c'est proche de nous. Mais on a aussi des parties de la conscience. Il y a c'est plusieurs niveaux où là, c'est non local, c'est-à-dire que c'est pas limité à un point spécifique dans l'espace, c'est-à-dire notre cerveau, notre corps. C'est pas non plus limité à un point spécifique dans le temps, c'est-à-dire maintenant, parce que l'esprit peut se promener dans le temps en- par, par la Mmh. mémoire, mais aussi on peut faire de la régression, on peut aller dans ce qui peut apparaître comme des vies antérieures, etc., ou des vies parallèles. On peut projeter en avant parce qu'on a aussi, on reçoit continuellement des informations en lien avec, sur une base intuitive, on a des pressentiments. C'est très incarné physiquement. Ça change nos sensations au niveau
de l'intestin, le plexus, ça. Tout le système nerveux est impliqué là-dedans. Mais seulement, si on ne s'entraîne pas à pratiquer ces choses-là, on remarque moins ces choses-là, mais en réalité, on est bombardé par une quantité astronomique d'informations continuellement. Le cerveau filtre une partie de ça au niveau du conscient, mais on peut changer d'état de conscience et là, on élargit le spectre de ce qu'on peut appréhender à ce moment-là. Et ça peut être ça peut être une dimension parallèle, ça peut être un autre monde, ça peut être de ta parenté, par exemple, qui est décédée depuis des années, ou ça peut être des guides spirituels, etc. Mais ça fait toute partie du spectre de la conscience, mais tout dépend dans quel état de conscience on se trouve, au fond. Mhm. Puis l'état de conscience habituel, il agit, notre état d'éveil normal fait en sorte que c'est comme un filtre, au fond. Ça filtre un peu. Mais en réalité, c'est comme si tu avais Ben, toi, tu as travaillé dans les médias, donc c'est comme si tu avais, pour la télévision, par exemple, tu as plusieurs chaînes possibles qui correspondent à des fréquences différentes pour les syntoniser, comme la radio aussi. Donc, c'est un peu la même chose pour tout ce qui est de comment ça fonctionne dans l'univers avec les différentes dimensions, plans d'existence, etc. Ouais. Est-ce que ça se comprend ce que j'ai essayé d'expliquer? Je comprends à 100%, mais OK. ça ouvre tellement de ça ouvre tellement de champs en même temps, là. Mais Ah oui. disons là, tout ça, c'est fascinant, puis en même temps, je me demande comment est-ce que, tu sais, est-ce que ce sont des choses qu'on est capable de commencer à pouvoir mesurer dans une démarche scientifique? Comment est-ce qu'on peut commencer à prouver parce que moi, c'est ça aussi qui m'intéresse, si je me dis parce qu'on le sait, on dirait, hein, c'est comme il y a tu sais, en anglais, ils disent comme un inner knowing, là. Il y a comme, tu sais, tu me dis tout ça, Mhm. puis ça me dit: «Oui, oui, oui, bien sûr, bien sûr». On Oui, dirait que tu je le le sais. comprends, puis que je le sais. Mhm. Je comprends pas tout à fait, Mhm. mais je le sais. Mais après ça, quand on essaie de passer ça dans une démarche scientifique ou, tu sais, par où on passe? C'est ça que je me demande. Comment, où c'est pas Ben, important, c'est ce puis que on se j'ai dit: essayé «Ben, de faire. ouais». Ben, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire, au fond, avec les outils que j'avais à ma disposition. Dans les années 90, en neurosciences, il y a eu un gros développement au niveau de la technologie. C'est l'imagerie cérébrale. Et là, on a commencé à pouvoir utiliser l'imagerie cérébrale, pas juste au niveau de la clinique, mettons, pour aller voir, euh, par exemple, lorsqu'il y a des gros maux de tête, où il y a des ACV, ou est-ce qu'il y a une tumeur, puis ça, c'est de l'anatomie, la structure du cerveau. Mmh. Mais on a développé ce qu'on a appelé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc, on a pu commencer à voir le cerveau fonctionner en temps réel, avec un petit délai là, temporel, mais et ça, c'est. Moi j'étais un expert de ça. Ça c'était un champ d'expertise au niveau de la technologie. Donc, je me suis dit, je vais me servir de ces outils-là pour aller voir qu'est-ce qui se passe lors d'états élargis de conscience et tout ça. C'est comme ça m'est venue l'idée d'aller sortir les pauvres carmélites de leur couvent cloîtré, les pauvres sœurs cloîtrées. J'ai travaillé pendant 3 mois pour essayer de les convaincre ils trouvaient ça tellement fou comme idée. Sortir, puis venir à l'université, au centre de recherche, quitter leur monastère, leur cloître, et essayer de rentrer dans le même état que ce qu'elles font au monastère, donc en union avec ce qu'elles appelaient Dieu. Et Mmh. il y avait des méchants défis au niveau technique aussi parce que l'appareil génère beaucoup de bruit, donc mais il y a des systèmes acoustiques pour neutraliser tout ça. Donc les religieuses finalement ont accepté, puis on a été capable d'aller voir qu'est-ce qui se passait dans le cerveau lorsqu'elles se sentaient connectées avec Dieu. Et ensuite, on a comparé ça avec d'autres populations, comme des gens quelques moines bouddhistes, des gens qui avaient fait une expérience de mort clinique avec arrêt cardio-respiratoire, mais qui avaient contacté, eux, ce qu'ils appelaient la lumière. Mais pour eux, la lumière, pour plusieurs qui avaient un background religieux, ben, c'était l'équivalent de Dieu. Donc là, au laboratoire, on s'est demandé, est-ce que finalement, c'est les mêmes réseaux, parce qu'on peut tout visualiser ça. Hein, ce qu'on peut faire maintenant avec l'imagerie, c'est assez extraordinaire. Donc, on ne voit pas simplement les régions, mais on voit comment ils sont interconnectés, comment ça bouge au niveau du temps, tout ça. Et c'était très, très semblable.
Puis, donc, on a utilisé l'imagerie cérébrale, on a utilisé l'électroencéphalographie. Ça mesure l'activité électrique, les ondes cérébrales. On a utilisé tous les moyens qu'on pouvait, mais ça reste ce qu'on appelle des corrélats, dans le fond, parce que c'est pas parce que tu vois un beau spot bleu, rouge, jaune s'allumer dans le cerveau. Ça, oui, c'est des neurones qui réagissent et tout ça, mais c'est l'expérience subjective de la personne. Ça, tu peux pas la capturer avec ces outils-là. Tu es obligé de t'en remettre à ce que la personne va te dire qu'elle a vécu. Mhm. Donc, il y a une limite à ça, tu sais, parce que il y a une limite. Là, ça finit que c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est moi, j'ai été confronté à ces questions-là, puis beaucoup de monde, j'ai eu beaucoup de visibilité au niveau journalistique, médiatique à travers le monde, au niveau scientifique. Mais les gens voulaient savoir, ouais, mais quoi et quoi? Finalement, c'est-tu le cerveau qui leur donne l'illusion qu'ils sont en train de contacter Dieu ou la lumière, ou appelle ça comme tu voudrais, ou c'est vraiment c'est une trace qu'il y a une interaction avec le monde spirituel qui est en train de se produire dans le cerveau. On ne pouvait pas interpréter ça. Et c'est là que je me suis tourné vers j'ai fait des études avec des gens qui étaient morts cliniquement. Donc, mort clinique, ça veut dire arrêt cardiaque. Lorsqu'il y a arrêt cardiaque, le cœur, c'est la pompe. Donc, on arrête de pomper du sang vers le cerveau. Si on mesure l'activité électrique dans le cerveau avec un électroencéphalogramme, au bout de 10-15 secondes, après que le cœur est arrêté, le tracé va devenir plat. Là, on parle d'une mort clinique à ce moment-là. Mais elle peut durer pendant quelques minutes, tout dépend. Là, évidemment, on utilise des techniques de réanimation. On ne laisse pas les gens comme ça. Sauf dans des cas où on va induire un état de mort clinique pour pouvoir, par exemple, remplacer la grosse artère du cœur, l'aorte. On plonge les gens en hypothermie et OK. d'habitude, le remplacement se fait en 15-20 minutes, à peu près 15-18 minutes. Et ça, c'est une population que j'ai étudiée à l'hôpital Sacré-Cœur, par exemple. Il y avait des gens Hey, je qui, savais pas que ça pendant se qu'ils passait étaient comme morts, ça. OK. oui, oui, on est obligé de te refroidir, on est obligé de, oui, pour maintenir les tissus le plus en vie, le plus sain possible. Donc, on te Je refroidit comme comprends. ça, on refroidit le sang et tout ça, techniquement. Donc, il y a des gens qui sont plongés dans des états de mort clinique à tous les jours dans les hôpitaux à travers le monde entier. Euh, avec les techniques de réanimation aussi de plus en plus sophistiquées, on réussit à ramener de plus en plus de monde de la mort. Et donc, il y a de plus en plus de monde qui ont des expériences à rapporter. Il y en a partout maintenant, des podcasts, tu vois ça, là, pas juste aux États-Unis, mais partout à travers le monde. Les gens allument leur caméra puis témoignent parce que c'est une expérience qui a beaucoup d'impact pour les individus. Ça, c'est très Mhm. intéressant parce qu'au niveau scientifique, ça répond mieux à la question qui est en premier? C'est le cerveau ou c'est le. Ben là, le cerveau, il opère plus. Ton filtre, là, il fonctionne plus. Là, ta conscience de petit niveau, de plus petit niveau, ta conscience d'ego, de sentiment d'identité, est comme libérée. Et là, tu deviens un moi qui est plus grand. Il y a une expansion de conscience. On dit un état de conscience élargi. Et là, les gens vont vivre différentes expériences, mais parfois, on a des cas là, de recherche où l'arrêt cardiaque a duré pas pendant juste quelques minutes, mais pendant 20 minutes, 40 minutes. Puis il y a quelques cas, quelques cas où ça a duré 3 jours. La personne était dans le sac, était déjà prête à être incinérée. Et puis tout à coup, le sac se met à bouger à la morgue. Ben, il y a des cas comme ça, il y en a très peu, mais il y en a. Et là, les gens ont beaucoup de choses à raconter à ce moment-là, mais ils ont ce qu'on appelle des Donc, les gens, perceptions ils ont des véridiques, choses c'est-à-dire, C'est ça. Les gens ont des choses à raconter, même si le oui, même cerveau quand ils étaient fonctionnait plus. morts, Donc, cliniquement. théoriquement, il n'y a pas de mémoire. Ouais, c'est ça. OK. Exact, exact. C'est ça. Donc, ce phénomène-là, il a été découvert, on a commencé à en parler dans les milieu des années 70. Mais là, tu vois, ça va faire presque une cinquantaine d'années maintenant. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'études de fait. Puis,
c'est ça. Au début, les médecins ne comprenaient pas comment une personne qui est supposément en arrêt cardio-respiratoire peut voir, être témoin des manœuvres de réanimation, mais aussi de ce que dit l'infirmière et le médecin qui est impliqué, etc. Tu vois, il y a un cas célèbre en Hollande, ce qui est arrivé. L'homme est arrivé dans un état comateux, puis finalement a fait un arrêt cardiaque. Et il y avait un dentier, le bonhomme, et c'est un infirmier qui s'occupait de son cas, là. Ça, c'était à l'urgence, évidemment. Puis, donc, il fallait qu'il fasse des manœuvres de réanimation. Alors, l'infirmier a pris le dentier, puis a sorti le dentier parce que pour faciliter les manœuvres. Et il a mis ça sur un chariot chirurgical, puis il y a quelqu'un ensuite qui a mis le dentier, qui a ouvert un tiroir, puis il a mis ça a refermé le tiroir. Et l'homme, lui, mort cliniquement, était dans son nouvel état, au-dessus de son corps, flottait au-dessus de son corps dans la pièce. Il était témoin de tout ça. Et il a été réanimé et il a été tellement bien récupéré qu'au bout d'une semaine, on lui a donné son congé d'hôpital. Sauf que là, il a demandé, avant prendre congé, il a demandé à voir l'infirmier. Puis l'infirmier a demandé pourquoi vous voulez me voir. Ben, il dit, il faudrait que tu me ramènes le dentier que tu m'as enlevé quand je suis arrivé la semaine passée, puis que tu l'as mis dans le petit chariot. Là, puis là, l'infirmier ne comprenait absolument pas. Puis ils ont parlé de ça. Les médecins non plus étaient comme interloqués, parce que ça, c'est un cas qui date un peu. Mais des cas comme ça, il y en a il y en a une centaine de répertoriés où les gens étaient vraiment morts, selon les critères médicaux. Et pourtant, ils étaient capables de percevoir, de mémoriser. Dans cet état-là, l'expérienceur va être capable de capter les pensées de ses proches. Mettons qu'ils sont en train d'attendre dans la salle à côté, puis tu entends tout leur monologue intérieur. Là, c'est positif là, ou c'est négatif, ou ils ont peur. Puis souvent, à un moment donné, ils ne sont plus tellement identifiés avec leur enveloppe charnelle. Donc, ça perd déjà beaucoup d'intérêt. Et là, ils vont voyager ailleurs. Ils vont sortir, par exemple, de l'hôpital. Ils passent souvent à travers ce qui semble être ils décrivent ça comme un corridor, un tunnel, une porte qui mène vers comme une autre dimension. Et là souvent, c'est très lumineux. Ils rencontrent de la parenté décédée régulièrement. Leurs guides spirituels sont là. Puis si l'expérience dure assez longtemps, si on ne te ramène pas assez vite, mais c'est comme contrôlé par le niveau spirituel. Quand tu reviens, c'est eux qui décident. C'est pas les médecins qui sont en train. Donc, tant que tu es aussi longtemps que la raison pour laquelle tu as eu cette expérience-là n'est pas terminée, donc souvent, ils vont te faire une revue panoramique de ta vie à partir de la naissance. Mais parfois, ça commence dans des vies antérieures pour te faire comprendre pourquoi tu as rencontré telle personne. Puis, il y a des revues de vie qui sont super sophistiquées où tu revois tout en 3 dimensions. Tu revis tout ce que tu as vécu, même la moindre pensée, tout est comme enregistré. Mais non seulement tu ressens ce que tu as ressenti, mais tu ressens ce que les autres ont ressenti en interaction avec toi. Quand tu n'as pas été fin, par exemple, ou quand tu étais à la cour d'école puis tu as arraché un jouet, ou tout ça est tout enregistré jusqu'au moment où tu fais ton expérience de mort clinique. T'sais. Alors ça a une vertu éducative. On est là pour... C'est fait sans jugement. C'est-à-dire que tu es accompagné, mais on te juge pas, sauf que, dépendamment comment tu as vécu, apparemment, pour certains expérienceurs, c'est très gênant. Parce que puis c'est eux qui Ouais, vont se c'est juger ça, parce que durement. eux, quand ils se regardent justement, avec leur revue de vie là, tu sais, puis qu'ils Ben ressentent oui. ce que les autres ont Mm. ressenti, tu sais, justement, est-ce que la conscience, en tout cas selon ce que les expérienceurs racontent, tu sais, est-ce que la conscience est encore teintée un peu par l'ego, tu sais, par l'histoire de ce qu'ils viennent de tu sais, ou Oui. au contraire, ils en sont complètement libérés? Ouais, c'est ça, il y a encore quand même la notion Mm. de honte ou de gêne, là. OK. Oui, oui. Et puis, tu es encore... quand c'est tout c'est frais, dans le fond, tu viens juste de vivre ton expérience. Tu es encore identifié à ta personnalité, tout ça. Puis,
Oui, oui. Parce que, tu vois, ça, ces genres d'études-là, évidemment, on peut, la seule chose qu'on peut contre-vérifier au niveau scientifique, c'est les informations que les gens vont nous rapporter sur ce que les médecins ont dit ou il était telle heure quand ils sont sortis de leur corps ou tu vois, il y a une femme, par exemple, lors de son arrêt cardiaque, c'était un hôpital de Seattle aux États-Unis. Elle est sortie de son corps, mais pendant les médecins essayaient de la réanimer. Et elle a vu une chaussure de sport de couleur rouge avec un en tout cas, elle a décrit parfaitement qui reposait au troisième étage sur le rebord d'une fenêtre de l'hôpital. Puis ça la fatiguait parce qu'elle l'avait vu clairement. Donc, elle ne parlait aux infirmières, mais les infirmières ont dit, ben, ça devait être une hallucination. Mais elle ne parlait à sa travailleuse sociale qui, elle, ça l'a intriguée suffisamment pour qu'elle aille faire la recherche pour aller vérifier au bout de quelques jours. Et elle a trouvé la chaussure en question. Donc, ça, on appelle ça des perceptions véridiques en état hors corps durant un arrêt cardiaque. Alors, on en a OK. maintenant une centaine de cas comme ça, d'accumulés. Puis qu'est-ce que ça Mais vient tout le reste, nous là, enseigner à nous? Ouais. tout le reste, on ne peut pas le valider au niveau scientifique parce que c'est rapporté par l'expérienceur. Donc, on dépend, tu Ouais. sais, la revue de vie, par exemple, où j'ai revu mon grand-père qui est décédé depuis 40 ans, tu sais, bon, ben ça, comme scientifique, on peut pas valider ça. On est obligé d'accepter le rapport, c'est subjectif, la personne, c'est son expérience. Ça, on peut pas le vérifier. Mais parfois, on va donner pour que les expérienceurs aient plus confiance, on va leur donner comme des prédictions dans leur vie de choses qui vont arriver. Puis effectivement, ça arrive. Et là, ben, ça donne plus confiance à ça. Et moi, ça m'est arrivé Donc quand les autorités j'étais. spirituelles. Ah oui? Continuez, continuez, Oui, je ne au veux pas début vous de la interrompre. vingtaine. Ça vous est arrivé? Attendez, là. Oui, Racontez-moi ça. oui. Ben, c'est que j'ai été. J'avais sauté des années au primaire. Là. On m'avait fait sauter des années parce que, bon, je trouvais que je perdais mon temps. Puis je voulais pas arriver trop jeune à l'université. Donc, j'ai comme arrêté les études pendant une année, une année et demie. Puis, j'avais trouvé un emploi dans un hospice pour enfants handicapés en Israël. Alors, je suis parti. J'étais rendu à 17 ans quand même. Fait que j'étais allé travailler là, mais quand je suis arrivé, à cause de l'eau, je suis tombé malade. L'eau, bon, il y a eu une réaction, tout ça. Puis je m'en suis sorti là, grâce à une infirmière suissesse qui m'a traité au charbon végétal activé, mais ça a été difficile. Et les virus, là où les virus ont affecté mon organisme, mais sont demeurés latents pendant une année et demie. Et c'est juste au début de ma deuxième session à l'Université de Montréal que tout ça ils se sont activés parce que là, il y avait plus de stress parce que c'était le début de l'université et tout ça. Et là, je suis tombé gravement malade, puis je pouvais plus manger, je pouvais plus... tout était affecté, le corps faisait mal, mon cerveau était affecté. En tout cas, j'étais magané, j'ai été obligé d'abandonner mes études. Pendant une année, je suis resté dans un lit comme un cancéreux en phase terminale, insidatique. Puis là, ben, les médecins ne comprenaient pas, puis mes parents ne comprenaient surtout pas parce que j'avais été toujours en parfaite santé. Et ça a été vraiment difficile. Ça a pris 7 ans avant qu'un médecin, un brillant médecin à Hôtel-Dieu à Montréal, un spécialiste c'était un spécialiste des maladies infectieuses. Au début de cette expérience-là, au cours de la première année, pendant que là, je me sentais comme mourir, dans le fond, puis je pouvais plus manger, j'ai maigri beaucoup, puis je ça allait pas du tout dans le sens de l'expérience que je t'ai racontée tantôt à l'âge de 8 ans. Parce que là, je me disais, ben quoi, finalement, ça tient plus le contrat d'âme, la mission, et puis là. Puis comment? Finalement, puis je voyais que ma vie était comme, ta vie est déjà finie, t'as 19 ans, t'as plus... fait que je commençais à avoir des pensées suicidaires.
Puis, euh, mes parents étaient des gens religieux, puis tout ça. Puis ma mère elle m'avait suggéré, ben, demande de l'aide à un haut niveau, prie, dans le fond, puis essaye de... Puis effectivement, je l'ai fait. Puis au bout de quelques jours après, j'ai eu une réponse, une nuit, pendant la nuit. J'ai eu l'impression qu'on me sortait de mon corps physique par le centre du cœur. Et je me suis retrouvé en dehors de mon corps physique, mais dans un autre monde, avec un être de lumière qui me guidait. Et le monde dans lequel j'ai abouti n'était pas très joli parce que c'est le monde dans lequel ce genre de monde-là, ben, on peut aboutir là quand on a des pensées très sombres. C'est vraiment pas le paradis là, où tout est extraordinaire, lumineux, l'être de lumière me fait comprendre qu'au fond, c'était pas une punition d'aboutir, c'est pas créé par la source, c'est créé par les êtres qui aboutissent à ces endroits-là par leur projection mentale et tout ça. Mais ce qui m'a expliqué, je dis il, mais dans le fond, c'était androgyne, mais c'était pas du tout ça. Puis là, durant cette expérience-là, hors du corps, on m'a fait comprendre que ce que je vivais, au fond, c'était une espèce de processus. C'était pas une maladie au sens traditionnel. C'était plus un processus une mutation de la conscience que je vivais au niveau psychique, au niveau spirituel, qui m'aiderait à réaliser ce que j'avais réalisé plus tard dans ma vie. Mais j'avais de la difficulté à croire à ça. Mais l'aide de lumière me fait quelques prédictions pour que je me rappelle de ça quand je reviendrai, qui se sont toutes confirmées. On me dit que je serais aidé beaucoup au niveau physique, que je réussirais à récupérer, puis tout ça. Effectivement, j'ai réussi à remonter, tout ça. Et on s'est déplacé aussi vers des plans plus lumineux, où c'était beaucoup plus beau, tout ça. Puis c'était finalement positif très positif. Ça m'a redonné de la force, de l'énergie pour continuer. Mais au total, ça a pris 12 ans à guérir de tous les symptômes, complètement. Ça a été mais ça a progressé, mais lentement au tout début. Et ça a pris 7 ans avant qu'un médecin comprenne qu'est-ce qui se passait. Il a découvert, Dr. Faneuf, que j'avais été infecté à différentes souches de virus. Puis les infections virales, avec cette intensité-là, ce qu'il me dit, c'est que il comprenait pas comment c'était possible d'avoir récupéré de ça, parce qu'il m'a dit, les gens qui ont ça, d'habitude, sont ou soit décédés, ou sont invalides. C'est terminé. Et là, je lui ai dit, ben, c'est parce que dans mon cas, il est arrivé quelque chose d'un peu hors de l'ordinaire. Avez-vous l'esprit ouvert? Il me dit, oui, je suis un gars de la campagne, moi aussi. Puis il me dit, oui, j'ai l'esprit ouvert. Fait que j'ai dit, je vais vous raconter pourquoi j'ai réussi à remonter. Puis j'ai raconté toute l'histoire. Puis il me sourit, puis il me dit, ben, tu sais, les médecins, hein, on n'a pas la vérité absolue, puis il y a plein de choses qui arrivent qu'on ne comprend pas, puis c'est ça. Mais, ouais. Donc, ça m'a aidé aussi après cette expérience-là. Ce qui est arrivé, c'est que je suis devenu beaucoup plus connecté encore avec le monde spirituel. Les facultés psychiques sont... Donc, moi-même, je suis un expérienceur. Je ne suis pas juste un scientifique qui étudie. C'est-à-dire que j'ai été mon propre cobaye, finalement. Puis, on me dit, là, c'est que, Mario, c'est parce que tu as oublié qu'avant de t'incarner, tu avais signé pour ces expériences-là. Tu avais un plan. Ton plan, tu l'as créé de concert. On t'a conseillé, mais tu l'as accepté, ça. Tu l'as accepté, c'est que tu t'en rappelles plus, comme la plupart des humains ne se rappellent plus du plan qu'ils ont élaboré. Mais
ça change toute notre façon Oui, de percevoir la vie, là, j'ai l'impression de façon plus large, mais justement quand on a vécu tout ça, quand on a accès à ces oui. expériences-là ou même, ne serait-ce à travers Mhm. d'autres gens qui l'ont vécu, on a leur retour sur ce qui s'est passé, toi tu l'as expérimenté toi-même. Quand on accède à ça, après quand on revient là dans notre, niveau de conscience là, de moi j'appelle ça le steak blé d'Inde patate là, tu sais, comme qu'est-ce que ça change, tu sais, comme concrètement? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens moi aussi, j'ai vécu des expériences psychédéliques, puis il y a des choses qui ressemblent un petit peu à ce que tu racontes, tu sais. Puis après ça, on revient, puis là, bon, la machine, elle repart, la job, tout ça. Mais comme concrètement, après, tu sais, qu'est-ce que ça vient changer dans notre potentialité ou dans notre les lunettes à travers lesquelles on regarde le monde ou comment on agit dans le monde, tu sais? Qu'est-ce que ça vient modifier, tu sais? Qu'est-ce que ça nous donne accès à quoi finalement? Ça a été étudié. Il y a des gens qui ont étudié les répercussions de ce genre d'expérience-là. Ça peut tout changer, mais c'est à divers degrés, ça dépend des individus. Mais d'abord, ça va changer ça fait disparaître généralement la peur de mourir, parce que tu sais que la mort, c'est juste une étape de la vie, finalement. On appelle ça la mort. C'est parce que c'est très centré sur notre niveau de perception en tant qu'être humain, là, dans l'état habituel de conscience. Mais en réalité, pas du tout. Donc, on a moins peur de mourir ou on n'a plus peur de mourir. On devient beaucoup plus... nos facultés psychiques se développent beaucoup, souvent. Le sentiment d'être en contact avec le monde spirituel, il est comme permanent après ça, souvent, pour beaucoup de monde. Il y a développement, les gens sont plus capables de compassion, d'empathie, d'altruisme. Un autre effet aussi, c'est les gens s'ils sont affiliés à des religions, ils vont devenir beaucoup moins religieux et plus spirituels. Ils vont quitter progressivement la religion parce qu'ils voient que ce qu'on leur a appris euh, est plus ou moins exact par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc, puis pour ne pas être en état de dissonance cognitive, ben, ils vont devenir plus spirituels à ce moment-là, puis ils vont prendre leur distance par rapport aux enseignements traditionnels de leur religion. Mmh. Il y a ça, c'est déjà énorme, mais il y a aussi, ça c'est des aspects positifs si on veut, les aspects négatifs, c'est de réaliser que finalement, ils ne peuvent pas parler de leur expérience à beaucoup de monde. Parce que, mettons, tu es en couple, là, ta conjointe, elle ne te reconnaît plus. Parce que là, vous ne partagez plus les mêmes expériences. Ça, très souvent, ça va mener à des séparations parce qu'on ne vit plus dans le même monde. Problème avec des enfants. Mettons que tes enfants s'ils sont rendus jeunes adultes, là, ils peuvent te voir aussi d'une drôle de façon. Ce qui fait que beaucoup de ces gens-là qui vont vivre des expériences comme ça vont finir par se sentir déprimés jusqu'à une dépression clinique parce que là, le monde correspond pas à ce qu'ils ont vécu. Ils sont dans ce que tu appelais le monde ordinaire et tout ça. Puis c'est un monde qui est dur, qui est un monde où il y a beaucoup de négatifs, de toxicité, de violence, d'agression, on le voit avec des conflits armés. Et ça, c'est difficile. Donc, il y a des gens qui se disent Ah, j'aurais pas dû revenir, dans le fond. Je serais beaucoup mieux. Alors, ils vont penser à se suicider pour pouvoir retourner. Mais ils savent en même temps que s'ils sont revenus, c'est parce qu'il leur restait des choses à accomplir aussi. Et ça va. La plupart du temps, c'est suffisant pour les empêcher de passer à l'acte. Ils vont décider de respecter Mmh. l'entente. Puis, ouais. Mais c'est pas tout beau, tout rose comme ce qu'on. On nous présente ça des fois au niveau du nouvel âge, par exemple. Mais la réalité, c'est que c'est dur à vivre, ces choses-là. C'est dur à. euh, Puis c'est super important d'avoir un groupe, de se greffer un groupe de soutien ou d'être capable. Sinon, c'est très. Quand tu es tout seul, puis personne ne peut comprendre, puis tout le monde pense que tu es fou,
ça peut être difficile, c'est Merci, sûr. merci de le Ouais. nommer parce que c'est vrai que Mm. ça peut être vraiment un facteur d'isolation, tu sais, de se sentir un peu en marge du monde ou de pas Ah oui, comprendre ce qui se passe. Comment ça se fait que les gens agissent comme ça? Comment ça se fait que notre monde a l'air de ça? Comment ça se fait qu'on peut traiter la nature d'une certaine manière? Fait que- oui. puis qu'il y a encore des guerres, tu sais, ça se peut-tu? Il y a encore des guerres, tu te dis. Mais en tout cas, moi, je sais que des fois, je vis vraiment de la détresse par rapport à, à tout ça. Je me dis, mais comment est-ce possible? Puis, tu sais, c'est dur Ben d'être dans oui. le monde en ayant, on dirait, cette conscience élargie un peu plus, tu sais. Ben, le livre, là, mon dernier livre, finalement, le néant, les ténèbres et la lumière, ben, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions récemment ou dans des autres. C'est en partie autobiographique parce que c'est en partie des choses que j'ai moi-même vécues finalement. Tu sais, c'est ça. Le livre, justement, Le néant, les ténèbres et la lumière, c'est un roman où, en gros, je le résume, là, c'est Oui. un scientifique athée qui vit une expérience qui lui permet d'aller naviguer l'omnivers, puis un peu tout ce que tu as décrit. Puis moi, en lisant ça, je me disais, ah, c'est Oui. très intelligent de la part d'un scientifique d'aller dans la fiction pour aller raconter tout ça. Comme ça, est-ce que c'est une petite façon de se dédouaner puis de dire, peu importe, ça peut être aussi perçu comme de la fiction, puis d'autres gens vont le prendre à un autre niveau. Est-ce que c'est un peu ça la démarche? Oui, 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 j'avoue. Oui, oui, oui. Parfait. J'ai vu clair. Ouais. Ben, ce que j'allais te demander, Mario, c'est justement quand on a, bon, accès à ces niveaux de conscience-là, on a expérimenté des états élargis de conscience, des expériences mystiques, peu importe. Après ça, on revient dans notre Mhm, corps, dans le steak, blé, dinde, patate, et là, on a un cerveau, on a un outil. Puis là, je me disais, mhm. comment est-ce qu'on peut utiliser justement cet outil-là pour changer notre façon ben, justement, de vivre des émotions, les pensées, notre façon d'apprendre, tu sais? Comment est-ce Ouais. qu'on peut utiliser justement cet outil-là, tu sais, qui est très, tu sais, qui est Mhm. matériel aussi, là, tu sais? Puis comment est-ce que dans notre vie, on peut utiliser la neuroplasticité, puis tout ça, parce qu'il y a quelque chose de vraiment Oui, élargi qui va au-delà de cette vie 3 dimensions, comme puis oui. après ça, justement, tu sais, l'auto-guérison, tu sais, comment est-ce on peut le mettre de notre Mhm. bord, cette affaire-là? Puis, tu sais, vraiment faire Oui. la guérison autodirigée, puis tout ça, tu sais, Ben, comme qu'est-ce qui s'ouvre comme possibilité? d'abord, il faut prendre conscience de ses possibilités. Il faut y croire. Parce que si on ne sait même pas que c'est possible, la plupart des gens vivent leur vie sur Terre sans même réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'ils ont l'organe qui représente un des objets dans l'univers les plus sophistiqués, les plus complexes. Un cerveau humain, adulte, jeune adulte, là, c'est près de 100 milliards de neurones. Et par neurone, les neurones ont environ, en moyenne, à peu près entre 5 et 10 000 contacts qu'on appelle synaptiques ou synapses. Donc, ça donne plus de contacts ou autant de contacts dans le cerveau qu'il y a d'étoiles dans tout l'univers physique répertorié. C'est un 10 à la 24, un quintillion. Ça, il Wow! faut penser à ça. Ouais. Et, et le cerveau va fonctionner. Si tu t'arrêtes pas pour interagir avec lui, il opère sur un mode, de dire, plus ou moins conscient. Il réagit aux événements. En fonction de comment il s'est développé, en fonction de tes traits de personnalité, toutes ces choses-là, mais il est comme un pilote automatique. Jusqu'au jour où, mettons, bon, tu t'apprends que, ouais, mais on peut avoir beaucoup d'influence. En fait, pendant longtemps, ça c'était un autre dogme important. C'est un peu comme quand on a commencé, tantôt on se disait, ouais, le cerveau, on pensait que le cerveau produit la pensée comme le foie sécrète la bile depuis le début des neurosciences jusqu'à il y a quelques décennies, où là, ça commence à être remis en question de plus en plus. La neuroplasticité, c'est pareil. Les débuts des neurosciences modernes, là, c'est autour de 1860-65 à peu près. Ben, pendant plus d'un siècle, on a cru que le cerveau, ça ne change pas. Ça change évidemment lors de la vie fœtale, l'embryon aussi, puis durant l'enfance, oui, avec le développement, mais après ça ne change plus. On a cru ça pendant au-dessus d'un siècle, jusqu'à temps qu'on commence à avoir des technologies nous permettant de montrer que finalement, c'était pas vrai. Et là,
vers la fin des années 90, c'est devenu, on a réalisé notre erreur, et là, c'est devenu une grande révolution des neurosciences qu'on a appelée la neuroplasticité, c'est-à-dire c'est la capacité du cerveau à se transformer en fonction de toutes nos expériences, notre environnement externe, mais aussi psychique, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais notre grande faculté, la découverte la plus importante, je pense, par rapport à ça, c'est qu'on doit l'autodiriger, la guider, la neuroplasticité. On peut faire ça. Donc, parce qu'il y a une neuroplasticité qui est négative aussi, celle des traumas, par exemple. Si on a des expériences, des soldats qui vont se battre, par exemple, puis qui voient des choses épouvantables, euh, beaucoup vont rester marqués, ils souffrent d'un trouble de stress post-traumatique après. Ça, c'en est une forme de neuroplasticité, mais négative, parce que là, ton cerveau t'as créé un réseau que tu ne peux plus désactiver, tu ne sais plus comment faire, il te fait vivre des expériences épouvantables, tu es pris avec ça. Mais en réalité, on a des grandes capacités de le transformer, le cerveau, de l'optimiser, si on veut, euh, avec de différentes manières. Donc, maintenant, on sait que on peut l'optimiser à travers toutes sortes de choses. L'exercice physique. Donc, ça, c'est une activité physique. Là, maintenant, on sait que l'exercice physique, que ce soit au niveau musculaire ou que ce soit au niveau cardiovasculaire, si on pratique ça régulièrement, on va générer beaucoup de neuroplasticité. Ça veut dire qu'on va avoir des nouveaux neurones qui vont apparaître dans certaines régions du cerveau. On va avoir la création de nouveaux réseaux, donc des régions qui communiquent entre elles, qui se connectent. On a des vieux réseaux qui disparaissent, on a de nouveaux réseaux qui apparaissent, etc. Et ça, c'est très bon pour nos facultés cognitives. Donc, ça englobe nos capacités d'attention, les différentes formes d'attention, différentes formes de mémoire, court terme, long terme, etc. Ça, c'est une voie. Mais maintenant, on sait qu'il existe plein de moyens de faire augmenter la neuroplasticité positive. Ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre assiette, ça a un rôle important. Donc là, ce qu'on voit présentement, c'est que, par exemple, au niveau de ce qu'on mange, le régime méditerranéen serait celui qui nous procure le plus de neuroplasticité. Mais bon, ça, il faut bien dormir aussi. Il faut dormir suffisamment profondément et suffisamment longtemps. Ça, c'est une autre façon de faire. Il y a plein de façons. Au niveau psychologique, il y a développé la capacité de s'observer, faire de l'introspection sur quelles sont les pensées récurrentes qui viennent dans notre espace mental à chaque jour. Parce que, tu sais, il y a des études qui ont été faites par des psychologues pour évaluer à peu près combien de pensées un être humain ordinaire, moyen, a dans une journée. Puis il y en a entre 50 et 70 000 à peu près. Parce que ça Par vient et jour. ça passe très rapidement. Oui, par jour. Puis comment on a mesuré ça? Ben, les gens il y avait un système électronique, un bouton, on pouvait appuyer quand ils voyaient quelque chose quand le flux de la conscience changeait, il appuyait, puis bon. Donc, c'est comme ça qu'on a pu évaluer tout ça. Euh, mais c'est souvent les mêmes pensées ou les mêmes émotions, mêmes patterns émotionnels vont avoir tendance à revenir. Et chez la plupart des humains qui n'ont pas travaillé sur eux, c'est souvent du négatif. C'est souvent toxique. Et ça amène de la neuroplasticité négative parce que ça fait que ton cerveau, ton système euh, nerveux détecte la présence de... Parce qu'il faut faire une distinction entre le cerveau lui-même au niveau matériel, physique, et le monde des pensées. Une pensée, ça n'a pas de poids, ça n'a pas nécessairement de structure, ça n'a pas une superficie où c'est non physique, mais ça a une influence énorme. C'est un peu comme le vent, finalement. Tu le vois pas, mais tu mesures son impact, tu mesures son effet. Ça tu peux... si c'est une brise versus si c'est un ouragan de niveau 5, ben, c'est des impacts qui sont différents. Donc, c'est la même chose pour ce qui vient au niveau de la pensée. Donc, pour
on peut faire ce que les psychologues appellent de la métacognition. Donc, c'est prendre conscience de soi. On peut s'observer pendant 15-20 minutes, par exemple, pour voir. Et dès qu'on commence à s'observer, on change le flux de l'activité. On l'influence. C'est la même chose que l'effet de l'observateur au niveau de la physique quantique, par exemple, ou l'intention de l'expérimentateur, du physicien, puis l'appareillage de mesure, la manière que les paramètres sont réglés. On va voir le phénomène au niveau quantique se manifester soit sous forme ondulatoire, sous forme d'un corpuscule. Alors, la conscience du physicien a un impact sur ce qui est mesuré au niveau microphysique. C'est exactement la même chose pour nous avec notre propre système nerveux. On influence automatiquement ce qui se passe en l'observant. Et parce que notre cerveau est connecté avec tous les grands systèmes physiologiques de l'organisme, système immunitaire, endocrinien, au niveau cardiaque aussi, cardiovasculaire, c'est tout interconnecté, les intestins. Donc, notre corps, c'est 37 trillions de cellules qui sont toutes interconnectées. C'est une gigantesque autoroute de l'information, au fond. C'est tout interconnecté, puis ça échange des messages continuellement par des petites molécules qu'on appelle des peptides. Donc, c'est super important d'être conscient de nos pensées. Ben oui, parce que maintenant, on sait, il y a des études qui montrent que si on rumine, parce que c'est souvent les mêmes, on ne le fait pas volontairement, mais ça se produit automatiquement. Mais quelqu'un qui va ruminer, par exemple, qui a beaucoup de pensées liées à de l'anxiété, de la dépression, mais beaucoup de l'anxiété, qui a peur de ce qui va venir et tout ça, va avoir beaucoup plus de chances de développer une démence plus tard, quelques décennies plus tard dans la vie, parce que les pensées négatives liées à l'anxiété sont associées à la sécrétion par exemple, du cortisol, qui est une hormone de stress, mais qui est, quand c'est sécrété en trop grande quantité, ça devient toxique, puis ça détruit les neurones qui sont situés dans les régions de la mémoire dans le cerveau. Donc ça, c'est un exemple de ce qui peut se produire à ce moment-là. Puis comment on fait pour justement, tu sais, interrompre un peu ce monologue intérieur-là, ces pensées en loop? Tu sais, est-ce qu'il y a du recadrage? Tu sais, est-ce que c'est justement juste de prendre conscience de nos pensées? Tu sais, comme qu'est-ce qu'on peut faire pour changer nos schémas de pensée? D'abord, les conscientiser. Tout simplement. Ben, c'est pas simple, Non, là, pas mais si simple que ça, mais au fond, c'est ouais. un entraînement, mais en prendre conscience. Les isoler, finalement, les observer. Et le simple fait de faire ça, déjà, ça va ralentir beaucoup l'activité mentale négative. Ensuite, on peut utiliser l'étiquetage. Ça, c'est des stratégies que les psychologues utilisent là, l'approche cognitivo-comportementale. On va coller une étiquette à, OK, émotion, tristesse, mettons, anxiété. Juste le fait de faire ça, ça amène une distanciation par rapport à ce qui se passe au niveau de notre psyché. Et c'est très, très puissant au niveau évolutif, sur le plan d'évolution de la conscience. On peut aussi utiliser de la visualisation, par exemple. Tu peux visualiser tes pensées négatives. On fait ça, par exemple, en PNL, programmation neurolinguistique, où tu peux voir un bac à vidange, finalement, puis tu mets tes pensées négatives que tu visualises dans le bac à vidange. Ou puis tu peux voir le camion qui amène le bac à vidange. Puis tout ça a des impacts réels. Finalement, méditer, simple fait de faire de la pleine conscience, mais ça, c'est juste d'observer. Là. Juste ça, 20 minutes, là, 4 fois par semaine. Puis au bout de quelques mois, tu as déjà changé l'activité de plein de régions dans le cerveau, mais non seulement ça, tu as augmenté la matière grise, tu as augmenté la matière blanche, les fibres qui permettent de connecter. Donc, on a vraiment une capacité énorme à ce niveau-là. Puis les émotions dans ce paysage-là, c'est quoi, en fait, des émotions? Tu sais, comme j'ai plein de points de vue, basés un peu plus sur, justement, bon, le bouddhisme ou, tu sais, la pleine conscience, mais les émotions, est-ce que heu, tu sais, ça vient d'où? Comment on fait pour les réguler? Parce que je pense que c'est aussi ça qui vient, contrôler nos pensées ou en tout cas avoir une incidence sur les pensées. Fait que, tu sais, les émotions dans tout ce paysage-là, comment ça se dessine, tu sais?
Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Ben, tu sais, d'où ça vient, bon, ça, on n'a pas réponse nécessairement à ça, mais on sait qu'on a des parties dans notre cerveau qui sont plus, qu'on partage avec tous les mammifères, par exemple. Il y a donc, ce qu'on appelle le système limbique, là, c'est le cerveau émotionnel. Bon, on retrouve ça aussi chez les animaux. C'est moins développé chez eux, mais quand même. Mais chez nous, les humains, on a la surface externe du cerveau, on appelle ça le cortex, où on a beaucoup de neurones là-dedans. Et à l'avant du cerveau, chez l'humain, au niveau du front, on a ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui ça, c'est la dernière région à s'être développée sur le plan de l'évolution biologique de l'être humain. Puis c'est la région qui prend le plus de temps à se développer chez un être humain dans son développement. On finit de se développer à ce niveau-là vers 25-30 ans. Donc, ce centre-là envoie des projections descendantes, des connexions euh, inhibitrices. Donc, c'est le frein. Ça sert de frein au niveau émotionnel pour nos impulsions et tout ça. Donc, quand on est rendu jeune adulte, on a vraiment la capacité d'être capable d'observer nos réactions émotionnelles, nos impulsions, tout ça, puis d'être capable de les gérer, de les réguler. Moi c'est la première étude qui a été faite en imagerie cérébrale, c'est moi qui l'ai fait avec mon équipe de recherche. C'était en 2001. Puis c'est ce qu'on a montré, puis on a montré on avait vraiment cette capacité-là, on pouvait faire ça. Et comment on réussit le mieux? C'est en prenant une distance en pleine conscience, par exemple. C'est très, très... Ça, c'est une stratégie de régulation des émotions, mais il y a plein d'autres stratégies. Tout dépend. Il y a des gens qui disent on va l'émotion, il y a une charge émotionnelle associée, donc il y a comme une énergie associée à ça. Donc, les gens qui travaillent dans ce domaine-là, souvent, vont dire aux gens s'il y a une émotion qui monte, la laisser passer, mais d'en prendre conscience, de l'observer, au lieu de devenir quelqu'un qui est comme identifié à l'émotion. Et là, on perd, évidemment, là, on n'a plus la distanciation suffisante pour faire agir notre conscience, puis de réguler Mm-hmm. Donc là, c'est là où on perd la carte finalement. On s'identifie avec notre personnage, celui qui Tout à souffre, le fait. petit moi. Alors que quand tu es dans un état méditatif, tu as déjà une certaine expansion au niveau de ta conscience. Tu as une conscience plus large. Et là, tu t'identifies beaucoup moins à ce moment-là à ton personnage ou tes Mm. personnages que tu crées au niveau du petit moi, là, de l'ego. Ouais. Et c'est très, très efficace au niveau émotionnel. Ce que nous, on a montré en imagerie, c'est qu'on réussit à faire diminuer complètement l'activité dans les régions du cerveau émotionnel, simplement en faisant ça. On a utilisé toutes sortes de modes d'induction, des films érotiques avec des gars, une bande de gars à l'université, mais aussi des films tristes avec des jeunes femmes. On a testé des enfants aussi. Et là, on voyait que c'était beaucoup plus difficile pour eux autres de réguler parce que ce centre-là de contrôle des émotions n'est pas encore développé. Il va se développer quand on élève les enfants ou on les éduque. Ben, c'est ça qu'on leur apprend à travailler avec cette partie-là de leur cerveau à ce moment-là pour être capable de. Mais notre conscience, en fait, c'est comme un logiciel de programmation qui est capable d'aller activer puis de déactiver toutes les régions du cerveau. Il est capable si on prend conscience de ça, puis que c'est des exercices très simples à faire très souvent. C'est vraiment surprenant, mais c'est pas si difficile que ça. Puis euh, souvent, les gens qui sont pris dans des problématiques comme de la dépression et tout ça, il y a plein d'autres facteurs qui sont impliqués. C'est multifactoriel, mais ce que j'ai remarqué en discutant avec ces gens-là, moi j'ai étudié la psychologie avant d'étudier les neurosciences, c'est que souvent ils sont convaincus qu'il n'y a rien à faire, que c'est impossible de sortir de leurs conditions. Donc, c'est que oui, ça marche pour d'autres, c'est possible,
Mais pour moi, ça ne l'est pas. C'est impossible de sortir de ça. Ça, il faut faire attention à ça parce que les croyances limitantes exercent un contrôle aussi sur comment notre cerveau fonctionne, comment il opère. Donc, il faut, si tu veux, il faut que tu crois suffisamment à tes capacités pour être capable d'avoir un impact. Ça, c'est certain. Donc c'est ça. Grâce à nos croyances, on peut modifier l'activité du cerveau, on peut modifier notre potentialité, notre façon d'apprendre, nos capacités finalement, juste avec nos croyances Ben puis ce oui, qu'on croit être possible. Ouais. oui. Ben, regarde Mmh. le placebo, regarde l'effet placebo. C'est, tu sais, il y a eu des études en imagerie cérébrale où on donnait des placebos, par exemple, à des gens qui souffrent de Parkinson avancé. Et les gens ce qu'on a vu dans ces études-là, c'est que plus ils croyaient au placebo, qui était soi-disant un nouveau traitement expérimental, mais c'était juste de l'eau saline, et plus leurs symptômes, même s'ils étaient avancés dans la maladie, plus leurs symptômes diminuaient, plus ils étaient en mesure de bien marcher, moins ils avaient de tremblements et tout ça, jusqu'au moment où les chercheurs ont été obligés de leur dire qu'ils faisaient partie d'un groupe placebo parce que c'était une étude, là. Puis que le comité d'éthique de la recherche nous oblige à dire aux gens à quel groupe ils appartiennent après l'étude. Ben, dans cette étude-là, il y avait les Parkinsoniens avaient 70% de destruction de leurs neurones qui produisent la dopamine, qui contrôle, qui gère toute la motricité chez l'être humain. Donc, c'est remarquable. Il y avait vraiment un effet réel. Puis, en fait, moi, ce que je me demande, c'est, tu sais, on parle beaucoup de la méditation, on parle qu'on est capable de faire ça, que c'est une capacité, tu sais, c'est quelque chose qui est possible avec notre cerveau. Là, quand on parle de méditation, Oui, souvent, il y a bien des gens qui se disent: «Ben, je le sais, c'est comme l'activité physique, hein, je sais que ça me ferait du bien, mais moi, je suis pas capable». Fait qu'il y a plusieurs façons aussi, d'accéder à ces niveaux de oui, conscience-là ou d'être oui, capable de se regarder. Puis je pense, entre autres, aux ondes sonores. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que, ben, on le oui, voit, les ondes sonores ont la capacité de changer l'activité du cerveau puis nous amener à des états de conscience différents. Est-ce que je l'explique bien? C'est un peu ça, oui. finalement? Oh, OK. oui, oui, tout à fait. C'est un Puis shortcut de méditation, moi, finalement? oui, exactement. Mais moi, ça, justement, je fais partie de ces gens-là où j'ai besoin que ça bouge. Et donc, c'est plus difficile pour moi de méditer. Et je préfère utiliser cette approche-là. Ça se fait tout naturellement. C'est ce qu'on appelle l'entraînement des ondes cérébrales. Donc, vous exposez le cerveau à, si on parle de son, ben, des sons de différentes fréquences. Et les sons, le cerveau va s'adapter. Par exemple, on peut mettre les sons de différentes fréquences dans une trame sonore musicale. Ça peut être une musique. Et le cerveau va capter de manière subliminale la présence des fréquences et va s'aligner. Donc, mettons que la personne est en état d'éveil, elle a beaucoup d'ondes rapides, bêta par exemple, et on veut l'amener à une méditation profonde, une relaxation profonde aussi. Donc, on va mettre par exemple des sons de basse fréquence qui vont amener le cerveau de la personne progressivement, mais rapidement, en quelques minutes, à un état de, par exemple, on peut l'amener vers le bas theta, donc des ondes très lentes qui correspondent à un état méditatif très profond, qu'on voit chez des gens qui pratiquent le bouddhisme, par exemple des moines, depuis des décennies. On peut faire ça avec des gens qui ne sont pas du tout des experts de la méditation, de la contemplation. Puis ça fonctionne très bien. Mmh. Et c'est Moi, légal, d'ailleurs, vous en ouais, c'est ça, contrairement c'est aux légal autres en plus. approches. Oui, en plus. Moi, d'ailleurs, vous en avez sur ben, je vais recommencer à te tutoyer. D'ailleurs, tu en as sur ton site Oui, qui sont offertes. Moi, je les ai oui, toutes achetées, là. Moi, j'ai acheté le programme au complet, là. Je me suis dit: «Je vais les essayer». Puis, oui. je dois dire que dans ma vie quotidienne, il y en a qui m'accompagnent, ben, ouais, j'exagère même pas. Sur une base quotidienne, là, je suis sur le site de docteur Mario Mhm. Beauregard très souvent. Puis, il y a la trame gamma qui m'aide vraiment beaucoup dans mon travail à me Oui, concentrer. Je me rends compte, ça oui, m'amène dans un état de
ça. focus, tu sais, Ah faut pas en oui. abuser, là, à un moment donné, sinon je deviens fatiguée, mais Non, des moments où je veux vraiment oui. avoir une concentration, aiguisée, là, je dois dire que ça Oui. change vraiment tout, là. C'est assez Ah fascinant, oui. en fait, là, assez surprenant. Ouais. Oui, puis tu peux travailler les yeux ouverts parce que pour le gamma, tu n'as pas besoin de. Donc, moi, il y a du monde qui me disent, par exemple, j'ai réussi à écrire, quelqu'un a réussi à écrire son manuscrit, son livre, son petit livre, mais un petit livre de 130 pages en 3 jours, par exemple. Puis il se tenait là-dessus. Puis il n'en revenait pas à quel point. C'est comme. Ça le permettait c'est ça, d'engager sa concentration, puis sa créativité aussi, ça favorise pendant des heures de façon beaucoup plus facile. Puis, tu sais, c'est comme si tu prenais, mettons, un stimulant, mais sans avoir les effets désagréables. Mais tu sais, tu prenais du café noir, par exemple, puis tu concentrais, mais tu n'as pas les effets secondaires de ça. Oui, c'est fascinant ce qu'on peut faire. Donc, on peut faire ça si ce que toi tu vis, c'est un état attentionnel, focus, tout ça. Mais on peut aussi, ça peut être stimuler bon, la créativité, mais ça peut être aussi des états élargis de conscience où là, on va cibler d'autres fréquences. Ça fonctionne. Les gens m'envoient des courriels régulièrement pour me dire ça fonctionne vraiment. Ils sont comme étonnés. Ben oui, c'est comme le cerveau, il est malléable, il est vraiment très plastique. Ouais. Il est très réceptif à ces ondes-là. Puis je voulais juste faire un Oui, petit avertissement parce que oui, je oui. vois que c'est populaire là, depuis quelques années. Tu sais, moi, c'est comme ça Ah qu'en fait oui, que je vous ai découvert, là, tu sais, que il y je a t'ai ça. découvert, c'est parce que je cherchais, tu sais, Oui, binaural beats, puis des fréquences, puis tout ça, oui. parce que, bon, j'entendais des gens parler que ça Oui. avait une influence. Puis finalement aussi, j'ai entendu un peu Mhm. des histoires d'horreur par rapport à ça. Tu sais, faut quand même un Oui, peu se méfier des sources, en tout cas s'assurer que oui, ben, les fréquences, oui. ça a été fait de façon consciencieuse. Là. Ben, c'est ça. Puis quand on les prend sur YouTube et tout ça, ben oui, sûrement qu'il y a des gens bien intentionnés, mais on peut aussi être exposé à des choses qui beaucoup moins bien faites ou même carrément avec des intentions pas très positives. Puis moi, je sais, j'ai vu des cas de gens qui avaient écouté des trucs à répétition, puis ils ont complètement changé le fonctionnement de leur cerveau, mais de manière négative, pas positive, là. Donc là, faut vraiment être prudent par rapport à ça. Ouais. Mmh. Puis là, ça me fait juste penser parce que je partageais mon expérience avec justement les ondes gamma, puis tes trames sonores, puis Mhm. je me disais: «Mais comment ça se fait qu'on met pas ça dans les écoles?» ou tu sais, comme au lieu de la médication ou en tout cas en combinaison avec ou tu sais, ça me fait souvent beaucoup penser quand j'écoute, quand je t'écoute parler, puis à propos de la neuroplasticité, tu Mhm. sais, je pense à notre façon d'apprendre, la manière dont on a appris à apprendre, là, tu sais, puis notre système d'éducation, puis je Oui. me dis: «On dirait qu'on est vraiment à côté de la traque, là, avec tout ça». Oui. Ben, quoique, il commence à y avoir des projets pilotes, hein, on fait faire aux enfants un peu de méditation, relaxation, yoga, ça dépend des pays. Il y a mais ici, oui, c'est sûr que on pourrait pousser ça beaucoup plus. Mais bon, là, il faut évidemment convaincre des gens qui sont des hauts fonctionnaires et les politiciens aussi. Ils sont pas toujours nécessairement familiers avec toutes ces choses-là aussi, mais ça serait avantageux, oui, on- parce qu'on peut faire se développer un individu, un enfant, de façon complètement différente en utilisant ces outils-là. Dans la conférence du 14 octobre, tu as parlé d'une école de Human Potential où les enfants faisaient des trucs Ah oui, extraordinaires, là, à des âges, à Philadelphie. genre 3 ans, là. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Ah oui. Puis ils étaient forts à tous les niveaux. Donc, c'était une démonstration de la plasticité. Donc, ils étaient forts en gymnastique. Donc, ils s'occupaient de tous les aspects de l'être humain. Ils étaient capables de jouer du violon comme des gens qui font partie d'orchestre, qui sont dans la vingtaine, la trentaine. Euh, Ils pouvaient lire ou des trucs ou même des langues secondes. Déjà à l'âge de 1 an, tout ça. Donc oui, c'est certain qu'on n'utilise pas nos capacités pleinement. C'est pas intégré encore euh, au niveau scolaire, au niveau de l'éducation, sauf pour des écoles
alternatives, des écoles privées, où là, ils sont plus conscients comme Montessori, par exemple, ou Steiner et tout ça. Mais sinon, le système gouvernemental, il y a du retard par rapport à tout ça, évidemment. Mhm. Ouais. Ben, tranquillement, c'est en train de changer, mais moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'il n'est jamais trop tard, il n'y a rien de figé, puis la neuroplasticité, on peut y avoir accès en Oui, tant qu'adulte aussi, oui, là. oui. Ben, il y Ouais. en a toute la vie, c'est sûr. Je veux dire, on voit des gens là, maintenant ils ont 80 ans puis ils décident d'apprendre une nouvelle langue ou d'apprendre un instrument de musique ou ils vont faire des choses qu'ils n'ont jamais fait avant. Puis oui, parce qu'il y a des capacités de neuroplasticité tout au long de la vie. Ouais. Puis c'est super important de les stimuler. On parle de neuroplasticité positive, évidemment, parce que si on s'en occupe, ça nous protège contre le développement de démence, justement, quand on s'approche de la fin de la vie. Ouais, Ouais. c'était des facteurs de protection à ce moment-là. Puis pour des gens qui voudraient en apprendre plus, Mario, je sais que tu offres une, formation un peu, je pense similaire à celle que à laquelle j'ai assisté. C'est le 2 décembre prochain, en présentiel, Ah oui, en personne. C'est à Montréal. Ça oui, va être, oui, au centre Leonardo da Vinci et c'est offert avec Cathy Tropiano qui est oui, enseignante oui, aussi. Donc les gens peuvent encore se procurer des billets, il en reste encore? oui, oui, il en reste encore. Et puis, oui, c'est une journée, une formation sur la neuroplasticité en lien avec la santé mentale aussi. Parce OK. que on peut influencer beaucoup. Donc, c'est ça qui est la thématique parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. Puis ça a ressurgi beaucoup depuis la crise sanitaire, là, la pandémie. Puis il y a encore beaucoup de problèmes liés à ça. Mais c'est un peu la même chose dans plein de pays à travers le monde. Ça a eu un peu le même effet, là, les confinements qui durent trop longtemps, ça a des effets très, très négatifs au niveau de la santé mentale et tout ça. Donc, euh, le but de la journée, c'est de montrer comment, justement, on peut aider à atteindre un mieux-être au niveau mental, une belle santé mentale par la neuroplasticité, à travers différents moyens, différentes techniques. Ouais. Et puis aussi, pour les gens qui sont intéressés, par justement les trames sonores, ben tout ça est sur, ton site, sur docteurmariobeauregard.com. Il y a aussi les livres Oui, qui sont là et j'aimerais ça aussi qu'on parle brièvement, de quelque chose qui pique ma curiosité, le programme Holosynthèse. Là, moi, j'ai lu ah oui. approche psycho-spirituelle. C'est quoi ça, le projet Holosynthèse? Ben, c'est lié aux études que j'ai faites sur les états élargis de conscience, les expériences spirituelles et tout ça, souvent, parce qu'avec les carmélites dont je parlais, entre autres, les contemplatives, ça a eu, ça a fait le tour du monde, ces études-là. Puis les journalistes qui m'interviewaient me disaient souvent, dans quelle mesure ça aide monsieur, madame, tout le monde de savoir ce qui se passe dans la tête d'athlètes olympiques de la contemplation? Sont quand même bien différents de monsieur, madame, tout le monde, ces gens-là, ou de nous. Parce que on peut pas tous se consacrer à plein d'heures de méditation par jour, de contemplation, d'introspection. Et là, j'ai réfléchi à ça pendant une année. Puis il m'avait piqué quand même parce que je me disais, ouais, c'est une bonne question parce que oui, comment ça aide? Puisque à un moment donné, je me suis dit, mais ce qu'on a découvert au niveau des électroencéphalogrammes, chez les gens qui ont aussi vécu des expériences de mort clinique, puis qui disaient pouvoir se reconnecter à la lumière et tout ça. J'ai sorti tout ça, j'ai regardé tout ça. J'ai dit, c'est quoi les signatures électriques, électromagnétiques dans le cerveau d'un état élargi de conscience où là, on se sent plus en état d'unité avec le tout. J'ai regardé tout ça. Puis là, je me suis dit, ben, le phénomène d'entraînement des ondes cérébrales, ça existait depuis longtemps. C'est pas moi qui avais découvert ça. Les chamans avaient découvert ça il y a 50 000 ans, 100 000 ans, avec les tambours et tout ça, intuitivement. Il n'y avait pas nos équipements en neurosciences, mais alors, je me suis dit, puis l'Institut Monroe existait déjà depuis début des années 70. Donc, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait utiliser des fréquences spécifiques pour aller aider les gens à se rapprocher d'expériences spirituelles intenses et tout ça, même s'ils n'ont pas l'entraînement
des contemplatifs ou des moines, des moniales, etc. Et ça fonctionne. Je me suis mis à faire des petits groupes il y a à peu près 8 ans. J'ai commencé à 8-9 ans. J'ai fait je faisais ça la fin de semaine. Je faisais des tests avec, on était 15-20 personnes parfois. Et là, j'utilisais des trames, puis je faisais comme une guidance, une petite guidance, un peu comme on fait en hypnose, mais beaucoup plus minimaliste, pour les guider un peu dans cet état-là. Puis finalement, j'ai découvert qu'on pouvait facilement se connecter à ce que moi j'ai appelé dans Holosynthèse le grand moi. Donc, il y a un petit moi, c'est métaphorique, là, mais le petit moi, l'ego, le grand moi qu'on appelle le soi, le moi supérieur, dépendamment des écoles, des traditions. On peut amener les gens à se connecter assez facilement à ça. Et dans des états élargis de conscience, ça fonctionne très bien. Et là, on peut leur faire du travail, mettons, au niveau de leurs croyances, travail de libération de leurs croyances limitantes. On peut aider à réparer des blessures au niveau émotionnel, des traumas, parce que l'entité qui souffre dans le trauma, c'est le petit moi, l'ego. C'est pas le grand moi. Alors, donc j'ai eu plein de cas. Par exemple, une femme qui avait vécu un abus. C'était une soirée avec des gars qui a mal tourné, mettons, puis la pauvre femme s'est faite abuser sexuellement. Ça a laissé des traces, le trauma, puis ça a amené au développement d'un cancer. Elle faisait les liens dans un état élargi de conscience. Puis moi ce que je l'ai amené à faire, par exemple, c'est d'essayer de trouver la force dans cet état-là, de pardonner à ses agresseurs, ce qu'elle n'avait pas pu faire. Et crois-le ou pas, mais dans un état où là, son champ de conscience s'élargissait, elle devenait plus proche de son essence spirituelle. Elle a pu faire ça après une trentaine d'années. Et son cancer, elle avait un cancer qui s'était répandu dans le foie, puis qui touchait aussi une partie de son intestin. Ben, croyez ou pas, 2 semaines après, ces tumeurs cancéreuses puis là, elle était en phase terminale. Les médecins l'avaient retournée chez elle, mais elle est retournée Elle a demandé aux médecins, parce qu'elle trouvait qu'il se passait quelque chose de différent. Ils ont fait un scan, les tumeurs avaient disparu de 50% en 2 semaines. Mm. Puis au bout de quelques mois, il n'y avait plus rien. Cette femme-là est en parfaite santé. Ça, c'est un exemple, mais donc, en voyant des choses comme ça, je me suis dit, ben là, c'est important de faire faire connecter les gens avec. Donc, j'ai créé comme ce format-là, cette approche-là que j'ai appelée holosynthèse, qui touche tous les aspects de la vie. On peut travailler, mais finalement, on travaille de concert avec notre grand moi, avec notre essence au niveau spirituel. Et quand on fait ça, et ça, c'est pas lié à moi, là, c'est les gens qui travaillent avec eux-mêmes à un autre niveau. On voit des petits C'est miracles pas et des grands Mario le miracles. grand guérisseur qui va régler tous vos Non, problèmes, là, rien à c'est voir ça. avec ça. C'est C'est ça. ça. Mario, c'est pas un gourou, c'est absolument pas. Le véritable gourou, il est à l'intérieur de nous, en fait. Le médecin intérieur, il est là. Le magicien. Mais donc, c'est ça, l'eau-synthèse. Et il y a 5 semaines, j'étais allé en Suisse. J'ai introduit des gens à ça. Puis là, je dois aller faire une tournée en France ce printemps, le printemps 2024. Et au Québec, ben, ça génère l'intérêt. Puis aux États-Unis, l'intérêt, tout ça. Donc, je vais faire grandir ça maintenant. Puis éventuellement, je serais Mhm. intéressé à. Parce que je peux pas être. Je voudrais créer des formateurs, des gens qui seraient capables d'animer eux-mêmes ça, qui se sentent appelés par ça. J'ai déjà plein de monde qui m'ont donné leur nom. Et c'est beaucoup des gens qui sont dans le domaine des relations d'aide, soit des psychologues, des psychothérapeutes, mais ça peut être aussi des gens qui travaillent au niveau de l'énergie, ça peut être. Mais c'est ça, des gens qui sont en relation d'aide beaucoup. Ce que j'entends, c'est que c'est une approche qui vient un petit peu, rassembler toutes sortes de choses, tu sais? C'est autant comme dans le niveau Oui, psychologique que l'énergie, que, tu sais, la spiritualité de façon un oui, peu plus large. C'est comme d'aller oui, prendre toutes ces modalités-là puis de venir les intégrer ensemble. Puis je pense que ça oui, résume aussi beaucoup ta en tout cas, je sais pas si c'est ça le message que tu avais reçu quand tu étais exact, enfant, mais on dirait que c'est comme ça vient tout rassembler ça puis réconcilier, tellement d'approches. exactement. C'est pour ça que j'ai appelé ça holosynthèse, parce que c'est la synthèse qui mène au tout.
holos en grec, ça veut dire le tout, l'un. Donc, c'est ça. C'est exactement ça. C'est basé sur l'ensemble de mes recherches, mais aussi sur des recherches faites dans d'autres laboratoires. Mais c'est aussi ma propre démarche, au fond. Ouais. Donc, moi, c'est ça. Maintenant, c'est d'essayer de rejoindre les gens le plus possible, puis de leur transmettre des connaissances, mais aussi des outils pour favoriser leur propre développement, leur propre évolution. C'est ce qui me tient à cœur. Ouais. Mario, merci énormément. On dirait qu'avec cette heure et plus, et un peu plus quand même, je vois toute la potentialité de notre existence d'humain, tu sais, de notre expérience d'humain, parce que c'est comme si dans ma tête, longtemps, ça a été deux vases séparés, tu sais. J'étais pas juste dans le matériel, là, tu sais, j'étais pas athée nécessairement, mais je me disais, ben il y a la spiritualité d'un bar, il y a ma vie steak, blé d'Inde, patate de l'autre. Mais là, de voir que tout ça peut interagir, puis aussi que, justement, les expériences spirituelles peuvent avoir un impact sur mon quotidien, sur ma façon de fonctionner dans mon cerveau, sur mes pensées, de vraiment... Puis après ça, de vivre des expériences, justement, mystiques. On dirait que là, je viens de pogner de quoi, comme on dit, là, de faire « OK, ça peut être tout possible dans cette existence-ci, là, tu sais? » Oui, tout à fait. Oui. Maintenant, on a suffisamment de connaissances, puis d'outils pour nous permettre justement d'aller beaucoup plus loin dans cette voie-là. Ouais. Donc, c'est important de conscientiser ces choses-là. Bien, en tout cas, merci de suivre ta mission, de faire tout ça sur notre planète en ce moment, dans notre planète qui c'est ça, hein, on n'a pas besoin de s'épancher là-dessus, on sait qu'est-ce qui se passe. Donc, merci Non. énormément, puis j'invite les gens, justement, s'ils veulent continuer à être en contact avec toi, si ça a piqué leur curiosité, ton site, évidemment, drmariobeauregard.com, ça regroupe tous les outils. Puis, il y a évidemment l'événement le 2 décembre prochain. Je vais mettre les renseignements de l'événement en description de l'épisode, donc vous n'avez pas besoin de tout noter ça avec un petit stylo. Et puis, ben, bonne continuité. Puis moi, holosynthèse, là, ça me parle, ça. Ça me parle vraiment beaucoup. Oui, bien, on va organiser quelque chose au Québec au printemps, probablement, là, bientôt. Donc, génial. Ouais. Parce que là, je sais que tu es en demande partout dans le monde, là, mais oublie-nous pas, là, au Québec. Non, je vous oublie pas. Merci. Merci, Mario. Wow, vous êtes encore là! Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet Pissenlit. Le lien pour s'inscrire à l'infolette va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais que c'est beau.